odeur de rôti. Que le cuistot du lieu soit béni. J'ai demandé que l'on nous prépare une chambre. Une table rapidement. Messieurs, bienvenue à l'auberge du Cancer. Nous souhaiterions déguster ce petit tentateur de rôti. Non, mon ami, non, vous dis-je. Fini, argent. Plus argent. C'est à vous de m'apporter de l'argent. Tenez. Celui que je vous ai inconsidérément prêté, par exemple. Hein? Compère, vous savez bien que je n'en ai point. Quoi? Tu n'en as point? Je saurais bien en faire avec ta charrue, tes chevaux, tes bœufs et ton lit, canaille. Je ne suis pas une canaille. Et qui es-tu donc? Écorcheur, vampire, banquier. Tu es dans la misère, tu ne sais où prendre de quoi ensemencer tes champs. Ton propriétaire, là de te faire des avances, ne te veut plus rien donner. Tu viens à moi? Cette femme intercède, cette maudite bavarde, qui est la cause de toutes les sottises de ma vie, me résout à te prêter. Je te prête, tu promets de me rendre, et tu me manques 10 fois. Oh, je te promets, moi, que je ne te manquerai pas. Sors d'ici, canaille, écorcheur, vampire, banquier. Sors de chez... Compère, tout ce que vous dites est vrai. Il l'est aussi que les huissiers sont chez moi, et que dans un moment nous serons réduits à la famine. Ma fille, mon garçon et moi. Tant mieux, c'est le sort que tu mérites. Sors d'ici, te dis-je. Voilà, c'en est donc fait, hein. Ma pauvre Marguerite, qui est si sage et si jolie, s'en ira en condition à Paris. Sors de... En condition à Paris? Oh, tu veux donc en faire une malheureuse? Ce n'est pas moi qui veux. C'est l'homme dur à qui je parle. Moi? Un homme dur? Mais je ne le suis point, je ne l'ai jamais été, enfin voyons. Ah, ma femme, suis-je un homme dur? Eh bien, vous l'êtes parfois quand il ne le faut pas, et vous ne l'êtes pas souvent quand il le faut. Hein, qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas entendu. Moi non plus. Pour commander une petite part de rôti. Adieu, madame. Merci pour tout. Allons, ne nous emballons pas. Dis-moi en 2 mots, quelle est ta situation? Je ne suis plus en état de nourrir ma fille ni mon garçon. Ma fille servira, mon garçon s'engagera. Et c'est Bibi qui en serait la cause. Mille Dieu, cela ne sera pas tant que je vivrai. Voyons ce qu'il te faut, mon ami, et pas de fausse pudeur, hein? Annonce. Il ne me faut rien. Je suis bien assez désolée de vous devoir. Mais vous faites plus de mal par vos injures que de bien par vos services. Si j'avais de l'argent, je vous le jetterais au visage. Mais je n'en ai point. Ma fille deviendra tout ce qu'il plaira à Dieu. Mon garçon se fera tuer s'il le faut. Moi, je m'en dirai. Mais ce ne sera pas à votre porte. Vous êtes nés pour faire des ingrats et je ne veux point l'être. Adieu. ma femme, il s'en va. Arrête-le donc. Alors, compère, avisons du moyen de vous secourir. Je ne veux point de ces secours, ils sont trop chers. On ne laisse pas s'en aller, ma femme. Oh, laissez-moi partir, je ne veux rien lui devoir. Oh, mais quelle entêté. Mais qui vous parle de me devoir? Vous? Moi? Mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant maintenant? Et après? Après quoi? Maintenant? Ce sera comme le maintenant d'avant. Je ne vous crois pas. Messieurs! Tâchez de me faire fléchir! Il suffit. Oui, il suffit en effet. Être fier vous rend digne d'estime et orgueilleux digne de pitié. Ravalez votre humeur et pensez à vos enfants. Si l'on peut secourir d'une manière ou d'une autre Marguerite et Jean, il faut l'accepter. J'accepte. Alléluia! Oh, ma femme! Oh, tu es la plus convaincante des femmes! Et vous, messieurs! Oh, merci, merci! Que cela vous vivifie l'âme que de rencontrer des gens comme vous! Merci! Et toi, mon compère, que tu me fais de soucis, canaille! Oh, mais j'y pense! Qu'on aille bien vite chasser de chez lui ces exécrables huissiers! Convenez aussi Je conviens que je gâte tous mes compères, que veux-tu? Comme je suis, me voilà! Nature m'a fait l'homme le plus dur et le plus tendre. Je ne sais ni accorder ni refuser, mais je vais me bonifier, regarde.
Je serai désormais parfaitement aimable. Bon, eh bien, je vais rentrer chez moi. maintenant. Bien sûr! Oh, ma femme va vite, descends et donne-lui ce qu'il lui faut. Hein. Le diable, marche donc, Minky, marche donc, allez. Hein. Tu reviendras ensuite retrouver ces messieurs avec lesquels il me semble que tu te trouves bien. Sinon, nous souhaiterions déguster ce petit tentateur de rôti. Plus tard, monsieur! Plus tard! Voyez que ma femme, moi je ne suis plus là. Adieu! Ne prêtez pas attention à ce rustre. C'est un lunatique. Chacun a son défaut, toujours il revient. Honte ni peur ni remédie. La Fontaine. Oh, monsieur a des lettres. Réminiscence d'enfant. Oh, quelle voix! Vous avez une voix de basse captivante. J'ai étudié le chant avec quelques maîtres renommés. C'est tout. Et je ne vous parle pas de votre prestance. Vous vous déplacez avec une telle élégance, une telle superbe. Je me déplace comme tout un chacun. Ah, vous vous déplacez comme tout grand souverain. Vous me flattez. Non, non. Si. Monseigneur a peut-être du sang bleu. Je suis de la noblesse de province. Autre fable, le cowboy et le renard. Devinez quel personnage vous faites en ce moment? Oh, je ne vous imaginais pas moins que duc, prince de sang. Oh. Un indice? Et j'espérais vous demander un petit service, mais... Oh non, vous m'intimidez trop, je n'oserais jamais vous le réclamer. Réclamez donc, madame. Réclamez donc. Je suis tout à vous. Vous avez là un serviteur bien étrange. Oublions-le, madame. Et dites-moi, que puis-je pour vous? Un poème, une chanson, une fable, bref, de quoi divertir tout un groupe qui vient d'arriver, dont je n'ai pas eu le temps de préparer les chambres. Tenez, ils sont là. Un homme comme vous qui a des lettres, une voix de basse superbe et tant d'élégance dans les manières ne saurait échouer. Mais... Chut, vous êtes mon sauveur. Je reviens au plus vite, c'est promis. Et c'est que je meurs de faim aussi. Un poème, une chanson ou une fable. Quoi? Quoi? Jacques. Quoi? Jacques. Maître! Que faire? Amour, quand tu nous tiens. On peut bien dire adieu prudence. J'ai l'habitude de parler à ton nom. Eh bien, chantez les vous déplaise. Quelle me vient le jouer? Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande. Ah oui, très belle chanson. Je croyais que vous ne l'appréciez pas. Allons donc. Mesdames, messieurs, pour vous faire patienter, Jacques va vous chanter une petite chanson. Sous vos applaudissements. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande. Tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir coupillé la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir coupillé la bourse d'un curé. J'entrais dans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main, vous m'entendez? J'y trouvais 1000 écus, je mis la main dessus. Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes et leurs bonnets carrés, murent bientôt, vous m'entendez? Et leurs bonnets carrés murent bientôt jugés. Compagnon de misère, allez dire à sa mère qu'elle ne reverra plus, c'est un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne le reverra plus, c'est un enfant perdu. Bravo, messieurs, bravo. Tenez, c'est la maison qui régale. Voici une petite table par là qui n'attend que vous. Ah,
Ah, petite table par là qui n'attend que nous, nous voilà. Oh. Oh. Et pour vous remercier de ce tour de chant, je vais égayer votre dîner d'une histoire fabuleuse. L'histoire du marquis des Arcis et de Madame de la Pommeraye. Nourriture, beauté et divertissement. Votre auberge, madame, devrait se nommer le paradis céleste. Croix. Comment? Non, je plagie votre serviteur. Moi, je ne plagie personne. Mon esprit me suffit. Preuve que vous n'êtes pas exigeant. Preuve qu'un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Oui, que veux-tu dire par là, Jacques? Ce que je viens de dire. Et qu'il peut se comprendre que comme une métaphore, que seul un esprit éclairé peut saisir. Bien, laissons-le se promener avec sa métaphore. Voici de quoi nous éclairer autrement l'esprit. Ah, madame, si vous n'étiez mariée... Marié ou pas, ces choses-là se font tout aussi bien. Nom de Dieu, patronne! J'avais promis de raconter à mon maître comment je suis devenu amoureux. Oh, les hommes tombent facilement amoureux, et tout aussi facilement ils vous laissent tomber. Oui, tout le monde sait cela. Je vais donc, moi, vous raconter une histoire qui vous enseignera comment ces oiseaux-là sont punis. Foutre Dieu! Vous avez une grande gueule, madame l'aubergiste, hein? Voilà un domestique bien mal élevé, monsieur. Il se croit drôle et ose interrompre sans cesse une dame. Oui, Jacques, ne fais pas l'important. Mais enfin, voyons, monsieur, Donc, il y avait là un marquis du nom de des Arcis. Un drôle d'oiseau, un coureur pas croyable. Bref, un libertin patenté qui ne respectait pas les femmes. il avait raison! Monsieur Jacques, vous me coupez. Madame l'hôtesse des Grands Serres, je ne vous parle pas. Bref, ce marquis des Arcis s'attacha à Madame de la Pommeraye, une veuve. Il lui fit sa cour avec la plus grande assiduité, tâcha par tous les sacrifices imaginables de lui prouver qu'il l'aimait. J'ai pas de pain? Je veux du pain pour ma sauce, sinon je peux pas saucer. En même temps, comme il n'y a pas de sauce... Après avoir lutté pendant des mois contre le marquis, contre elle-même, exigé selon l'usage les serments les plus solennels, Madame de la Pommeraye rendit heureux le marquis, qui aurait joui du sang le plus doux s'il avait su conserver pour sa maîtresse les sentiments qu'il avait jurés et qu'on avait pour lui. Tenez, monsieur, il n'y a que les femmes qui sachent aimer, les hommes n'y entendent rien. N'importe quoi, hein. Au bout de quelques années, le marquis commença à trouver sa vie avec celle de Madame de la Pommeraye trop unie. Peu à peu, il passa 1 jour, 2 jours sans la voir. Peu à peu, il manqua au dîner-souper qu'elle avait arrangé pour lui. Peu à peu, il abrégea ses visites. Lorsqu'il arrivait, il ne disait mot, s'étalait dans un fauteuil, prenait une brochure, la jetait, parlait à son chien ou s'endormait. Madame de la Pommeraye pressentit qu'elle n'était plus aimée. Il fallut s'en assurer. Et voici comment elle s'y prit après un dîner. Mon ami, vous rêvez? Vous rêvez aussi, marquise? Il est vrai. Et même assez tristement. Qu'avez-vous? Oh, rien.
Cela n'est pas vrai, allons marquise, racontez-moi, cela nous désennuiera. Est-ce que vous vous ennuyez? Non, c'est qu'il y a des jours Où l'on s'ennuie? On ne sait à quoi cela tient. Mon ami, il y a longtemps que je suis tentée de vous faire une confidence, mais je crains de vous affliger. Vous pourriez m'affliger, vous. Oui. Marquis, j'ai bien peur que le temps n'use tout, même jusqu'à l'affection que j'éprouve pour vous. Comment, madame? Oh, je me suis attendue à toutes les choses amères que vous m'allez dire, mais je vous en supplie, Marquis, épargnez-moi. Non, 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 ne m'épargnez pas. Dites-les-moi, je les écouterai avec résignation, parce que vous êtes le même, Marquis, mais votre ami est changé. Et... Oh non, Marquis. Je n'éprouve plus d'amour pour vous, plus rien. La découverte en est affreuse. Me voici inconstante et légère. Ah. Mon ami, que vous êtes charmante. L'histoire de votre cœur est mot pour mot l'histoire du mien. Vrai, mon ami? Rien de plus vrai! Il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait. En effet, quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé. Jamais vous ne m'avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment. Et si l'expérience du passé m'avait rendu circonspect, je croirais vous aimer plus que jamais. Qu'est-ce? Oui, c'est le marchand de foin. Oh, il va voir sur le registre. Ah! Et le registre? Bah, il est à sa place. Ah! Mais Marquis, qu'allons-nous devenir? Des amis! De bons amis! Ah, Je serai le confident de vos futures conquêtes, et je ne vous cacherai rien des miennes, si j'en fais quelques-unes, ce dont je doute fort, car vous m'avez rendu difficile. Croire. Il ne la fera pas chanter, Jacques. Regarde un peu le visage de la pommeraie. Vous avez raison, mon maître. Cette fois-là, le renard va se faire plumer. Il est très vraisemblable que plus j'irai, plus vous gagnerez aux comparaisons, et que je vous reviendrai plus passionné, plus tendre. mais s'il arrivait qu'à votre retour vous ne me trouvassiez plus, car enfin, Marquis, on n'est pas toujours juste, et il ne serait pas impensable que je me prise de fantaisie pour un autre qui ne vous vaudrait pas. J'en serais assurément désolé. Après cette conversation, ils se mirent à moraliser sur l'inconstance du cœur humain, sur la frivolité des serments et sur les liens du mariage. Mais, tout en causant légèrement, Madame de la Pommeraye renfermait en elle-même un dépit mortel, dont elle était déchirée. Une rage insoutenable la saisissait. Madame! Oh, qu'est-ce encore? C'était le coche. Bon, messieurs, je fais au plus vite. Et j'ai pas trouvé le registre. Le registre est sa place. Là. Jacques, as-tu remarqué une chose? Quoi? C'est que cette femme raconte beaucoup mieux qu'il ne convient à une femme d'auberge. Il est vrai. Les fréquentes interruptions des gens de cette maison m'ont impatienté plusieurs fois. Moi aussi. Bien qu'elle m'ait agacé, j'ai hâte maintenant qu'elle revienne. Moi aussi. Je frémis en pensant à ce qui attend ce cher des Arcis. Moi aussi. Quelle est votre conjecture pour ce marquis? Une conjecture bien malheureuse. Je n'ose y penser. Buvons un coup, ça nous donnera du courage. Bonne idée. Et nous soutiendrons mieux les conspirations de cette terrible Pommeraye. Quelle est terrible, cette femme! Terrible! Et à qui la faute? Pourquoi l'avoir séduite puis délaissée? Madame de la Pommeraye n'avait rien demandé à personne. C'est vrai que Desarcis n'est pas très honnête non plus. Ah, Et s'il était écrit là-haut... Oh, bah là-haut, à bon dos! Et en bas, alors? Rien ne peut se décider. vous rappelez-vous où nous en étions? Oui. Jacques. Madame de la Pommeraye en a gros sur la patate. Oui. Elle rumine, furibarde. Oui. Lorsque les premières fureurs se furent calmées,
et qu'elle put jouir de toute la tranquillité de son indignation, Madame de la Pommeraye songea à se venger. Mais à se venger d'une manière cruelle, d'une manière à décourager tous ceux qui seraient tentés à l'avenir de séduire puis de tromper une honnête femme. Sa vengeance n'a pourtant corrigé personne, hein? Nous n'en avons pas été moins vilainement séduites puis trompées. Bon pour les autres, hein. Mais vous... Oh, moi, toute la première, oui, que nous sommes sottes. Encore si ces vilains bons hommes gagnaient au change. Madame, sans me vanter, je crois ne pas être dénué de qualité. Ah oui. En effet, mon maître a des qualités rares, très rares. Mais en cherchant bien... Laissons-la la bagatelle, hein? Plus tard, peut-être. Et revenons à Madame de la Pommeraye. Autrefois, elle avait connu une dame de province qu'un mauvais procès avait appelée à Paris avec sa fille. Belle, jeune et bien élevée. Mais ruinées, les deux femmes en furent réduites à tenir un tripot et y faire les catins sous les pseudonymes de Madame et Mademoiselle Desnans. Passés les premiers compliments, Madame de la Pommeraye demanda à la Desnans-mère si elle était satisfaite de vos nouvelles activités. Je fais un métier infect qui me répugne. J'imagine en effet que de faire la putain ne doit pas être des plus réjouissants. Et à ce que je vois, vous ne tenez point à votre état. Aucunement. Et ma fille non plus, qui prise de mélancolie dépérit à vue d'œil. Si je me mettais en tête de vous faire à l'une et l'autre le sort le plus brillant, vous y consentiriez donc? Ah bien moins. Et vous serez à mes ordres quand il me plaira? Nous les attendrons avec impatience. Cela me suffit. Retournez-vous-en, vous ne tarderez pas à les recevoir. Oh! En attendant, défaites-vous de vos meubles, vendez tout. Débarrassez-vous de vos robes voyantes. Cela ne cadrerait point à mes vues. Madame de la Pommeraye saute dans son carrosse, parcourt les faubourgs les plus éloignés du quartier de la Desnans, loue un petit appartement dans le voisinage d'une paroisse, le fait meubler le plus succinctement qu'il est possible, invite la Desnans-mère et sa fille à venir à dîner et les installe le jour même en leur laissant imprécis de la conduite à tenir. Mesdames, vous prendrez dès demain l'habit de dévote, parce qu'il faut qu'on vous croie tel. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse, jour ouvrable, jour de fête. Vous irez à confesse et vous approcherez des sacrements au moins 2 fois le mois. Vous reprendrez votre nom de famille parce qu'il est honnête et qu'on fera tôt ou tard les informations dans votre province. Vous filerez, vous coudrez, vous tricoterez, vous broderez et vous donnerez aux dames de charité vos ouvrages à vendre. Cette vie est austère, j'en conviens. Mais elle ne durera pas. Et je vous en promets la plus signalée récompense. Voyez, consultez-vous. Si cette contrainte vous paraît au-dessus de vos forces, avouez-le-moi. Je n'en serai ni offensée, ni surprise. Nous consentons. Évidemment, je me charge de toutes vos dépenses. Oh, j'allais oublier. Je ne vous verrai point chez vous. Oui, je ne suis pas digne du commerce d'aussi sainte femme. Si mon projet réussit, vous n'aurez plus besoin de moi. S'il venait à manquer sans qu'il y ait de votre faute, je suis assez riche pour vous assurer un avenir honnête et meilleur que l'état que vous m'aurez sacrifié. Mais surtout, soumission. Soumission absolue, illimitée à mes volontés, sans quoi je ne réponds de rien pour le présent et ne m'engage à rien pour l'avenir. Allez. Voilà une terrible femme. Dieu me garde d'en rencontrer une pareille. Patience, patience, vous ne la connaissez pas encore. En attendant, ma belle, notre charmante hôtesse, si nous disions un mot à la bouteille... Monsieur Jacques, mon vin de champagne m'embellit à vos yeux. Moi, je crains de plus en plus pour Désarcy. Moi aussi. Tandis
que nos deux dévotes édifiaient et que la bonne odeur de leur piété et de la sainteté de leurs mœurs se répandait à la ronde, Madame de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié et de la confiance la plus parfaite. Un jour qu'ils se promenaient tous les deux au jardin du roi. Quoi? Vous n'avez rien à me confier? Non. Mais le petit comte, mon ami, qui vous pressait si vivement quand vous étiez mienne. Je lui ai fermé ma porte et je ne le vois plus. C'est d'une bizarrerie. Et pourquoi l'avoir éloigné? C'est qu'il ne me plaît pas. Ah, madame, je crois vous deviner. Vous m'aimez encore. Il se peut. Vous comptez sur un retour? Et pourquoi non? Je vous séduis donc toujours. Peut-être. Ah, marquise, qui sait si je ne sais rien? Oh, mais je ne me trompe pas, je crois que ce sont... Oh, mais oui, ce sont elles-mêmes, mesdames! Madame de la Pommeraye, Oh, comment vous portez-vous? Et qu'êtes-vous devenue depuis une éternité? vous savez nos malheurs. Il a fallu s'y résigner et vivre retiré comme il convenait à notre nouvelle condition. Oui, mais pourquoi me délaisser? L'un des inconvénients de l'infortune, madame, c'est la méfiance qu'elle inspire. Les indigents craignent d'être importuns. Vous, importune pour moi? Ce soupçon est une bonne injure. Madame, j'en suis tout à fait innocente. Je vous ai rappelé 10 fois à maman et à chaque fois elle me disait « Allons ma fille, personne ne pense plus à nous. » Oh, mais quelle injustice. Oh, venez, venez, permettez-moi de vous présenter mon ami, monsieur le marquis des Arcis. Mesdames, Comme mademoiselle est grandie, et comme elle est embellie depuis que nous nous sommes vus. Notre position a cela d'avantageux qu'elle nous prive de tout ce qui nuit à la santé. Voilà ce qu'on doit à une vie frugale, au travail, à la bonne conscience. Asseyons-nous, nous causerons. Nous pouvons. Nous avons encore quelques exercices de piété à remplir. Il nous est impossible de rester plus longtemps. Alors en ce cas, puis-je passer vous voir? Où demeurez-vous? Notre situation ne nous permet pas de vous recevoir décemment, madame. Alors promettez-moi que vous viendrez me voir. Mon adresse n'a point changé. qui sont ces deux femmes? Oh, ce sont deux femmes d'un mérite rare. La fille surtout, victime d'un mauvais procès. En vérité, ce qui leur reste est si mince que je ne sais comment elles font pour subsister. Cela travaille nuit et jour, probablement. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que je ne me rappelle pas. Eh bien, buvons un coup. Ça rafraîchira la mémoire. Buvons un coup. Après quelques tours d'allée, le marquis et madame de la Pommeraye remontèrent en voiture. Madame de la Pommeraye dit: comme cela me vieillit. Quand cela vint à Paris, ce n'était pas plus haut qu'un chou. Vous parlez de la fille de cette dame que nous avons trouvée à la promenade? Oui, c'est comme dans un jardin où les roses fanées laissent place aux roses nouvelles. Avez-vous regardé? Je n'y ai pas manqué. Et comment la trouvez-vous? C'est la tête d'une vierge de Raphaël sur le corps de sa Galatée. Et puis, une douceur dans la voix, Oh, une modestie dans le regard. une bienséance dans le maintien. Une décence dans le propos qui ne m'a frappé dans aucune autre jeune fille que dans celle-là. Voilà l'effet de l'éducation. Lorsqu'il est précédé par un beau naturel. Si elles continuent comme elles ont débuté, monsieur le marquis des Arcis, fussiez-vous le diable, vous ne vous en tirerez pas. De ce jour, le marquis devint plus assidu chez madame de la Pommeraye, qui s'en rendit compte sans lui en demander la raison. Elle ne lui parlait jamais la première des deux dévotes. Non. Elle attendait qu'il entamât le sujet, ce que le marquis faisait toujours d'impatience et avec une indifférence mal simulée. Avez-vous vu vos amis? Non.
Savez-vous que cela n'est pas trop bien? Vous êtes riches, elles sont dans la difficulté, et vous ne les invitez pas même à manger quelquefois. Je me croyais un peu mieux connue de monsieur le marquis. Autrefois, l'amour me prêtait des vertus. Aujourd'hui, l'amitié me prête des défauts. Je les ai invitées 10 fois sans avoir pu les décider à venir me voir. Elles refusent de venir chez moi par des idées singulières. Lesquelles? Eh bien, si l'on apprenait que je prends intérêt à leur sort, on dirait bientôt « Madame de la Pommerelle les protège, elles n'ont donc besoin de rien. » Et voilà les charités supprimées. Les charités? Oui, monsieur. Elles en sont réduites aux charités. Oui. Et dites-moi, si je leur envoyais une vingtaine de louis, croyez-vous qu'elles les refuseraient? Mais j'en suis sûre. Et ce refus vous semblerait déplacé de la part d'une mère qui a une enfant si charmante? Voilà qui est cruel. Oui. Cruel. C'est le mot. Allons, marquis. Oubliez cet enfant. Vous vous préparez des chagrins, et j'aime mieux avoir à vous en garantir que d'avoir à vous en consoler. N'allez pas confondre celle-ci avec toutes celles que vous avez connues. Vous n'en viendriez point à bout. Merci, madame. Je vous prends beaucoup de temps pour des frivolités extravagantes. Permettez-moi de vous saluer. Cette femme me terrifie. Buvons un coup, ça nous donnera du courage. J'en ai bien besoin, mon Jacques. Ensuite, pendant un assez long intervalle de temps, il ne se passa pas un jour sans que le marquis ne vienne voir Madame de la Pommerelle. Mais, il arrivait, il s'asseyait, et il gardait le silence. Madame de la Pommerelle parlait seule. Puis, au bout d'un quart d'heure, le marquis se levait et s'en allait. Il fit ensuite une éclipse de près d'un mois, après laquelle il reparut. Oh, mais comme vous voilà fait. Mais d'où sortez-vous? Oh non, auriez-vous passé tout ce temps? Oh bordel, oui, madame! De désespoir, je me suis précipité dans un libertinage affreux. Comment? De désespoir? Oui, de désespoir! Il faut que je vous dise tout, je n'y peux plus tenir. J'ai été foudroyé par la fille de votre ami. Oh. Et pourtant j'ai tout fait, mais tout fait pour l'oublier. Et plus j'ai fait, plus je m'en suis souvenu. Cette créature angélique m'obsède, il faut absolument que je la revoie. Mon ami, oh, quelle figure, qu'elle est belle. Aidez-moi. En vérité, marquis, je suis aussi folle que vous. Oh non, il faut que vous ayez conservé sur moi un terrible empire, cela m'effraie. Quand l'avez-vous agi? Je n'en sais rien. Alors, marquis, laissez là cette histoire et allez vous divertir avec d'autres jeunes filles. Paris en regorge et vous n'êtes pas sot au point de... Non, mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdu. J'irai chez elles, oui, j'irai. Je vous en préviens, je forcerai leurs portes, j'entrerai malgré elles. Je ne sais ce que je dirai, ce que je ferai. Je suis capable de tout. Alors, en ce cas, si j'avais été aimée comme cela, peut-être que... Ce n'est pas pour vous que j'agirai, mais je me flatte du moins, monsieur le marquis, que vous me donnerez du temps. Le moins que je pourrais. Ah, notre hôtesse, quel diable de femme! Lucifer n'est pas pire, j'en tremble. Et il faut que je boive un coup pour me rassurer. Est-ce que vous me laisserez boire tout seul? Moi, j'ai pas peur. Moi non plus. Elle tint le marquis près d'un mois dans l'attente de l'entrevue qu'elle avait promise. C'est-à-dire qu'elle lui laissa tout le temps de souffrir et de se bien enivrer. Et que, sous prétexte d'adoucir la longueur du délai, elle lui permit de l'entretenir de sa passion. Et de la fortifier en parlant. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'elle crut le marquis bien préparé pour le succès de son dessein,
Elle invita les deux femmes à venir dîner chez elle. Le marquis devait passer comme par hasard pendant le repas. Madame, j'arrive de ma terre. Il est trop tard pour aller chez moi et je me suis flatté que vous ne me refuseriez pas à dîner. Nous allons vous laisser, madame. Non! Monsieur le marquis est un de mes amis. Et je n'éprouve pas de plus grande joie que de réunir les gens que j'aime autour de moi. Gens dont vous faites partie, madame. Tenez, marquis, mettez-vous là en face de mademoiselle. Alors, nous parlions des saints. Madame éprouve pour saint Paul une immense dévotion. Bien qu'il ne fût point du groupe des apôtres, une fois touché par la grâce, il fut inlassable à annoncer la bonne parole. Les Romains lui firent payer de sa vie sa ferveur religieuse. Ah, c'était l'époque qui voulait ça. Et vous, mademoiselle, quel saint a votre préférence? Je ne sais pas, monsieur. Tous ont connu de telles mortifications, de telles souffrances. Nous s'est-il permis à nous autres, pauvres pécheurs, d'en désigner de plus méritants? J'ai pour saint François d'Assise une affection particulière. C'était un très bon saint, justement canonisé. Et pourquoi, marquis? À cause de la cruauté qu'il a manifestée envers Dame Claire, une femme qu'il aimait et qu'il a rejetée? Saint François d'Assise était un homme doux, généreux, aimant. Il savait voir la grâce partout où elle se trouvait. S'il estimait ses semblables, il n'en négligeait pas pour autant les animaux, les fleurs, les arbres. Toute vie lui paraissait sacrée, toute vie digne d'amour et de Dieu. Toute vie. Toute vie, madame. Même les araignées? Mais l'amour qu'il ressentait pour son prochain, un amour plein de tendresse, de douceur, de compassion, un amour calme, puissant, absolu, serein, un amour aussi évident et limpide que l'air que l'on respire. Oui. Cet amour-là, mademoiselle, était la plus belle marque de foi que saint François d'Assise puisse manifester envers ses semblables, envers Dieu lui-même. Saint François d'Assise est un très bon saint. Mais pour les araignées, je ne suis pas sûr. Vos discours, marquis, font merveilleusement l'éloge de votre foi. Vous entendez toutes les subtilités de l'amour. L'amour divin. N'auriez-vous pas été un peu quiétiste? Je ne suis qu'un homme seul, heureux de croire enfin en Dieu, puisqu'un ange me fait la grâce de m'écouter. Il se fait tard, madame. Nous devons nous retirer. Bonsoir. Il faut que j'aie cette fille-là ou que j'en crève. Peut-être qu'en l'épousant... J'ai décidé de partager ma fortune avec elle, de les rendre propriétaires à vie d'une de mes maisons à la ville et d'une autre à la campagne. Ah non, vos généreuses propositions ne réussiront pas. Je connais ces femmes. Oh, faut-il que je vous aime? Non, votre offre sera refusée, mon ami. Bien. La moitié de sa fortune, madame? Non, cela ne suffit pas. Mais puisque nous pouvons l'accepter sans nous compromettre. Ah, ça n'est pas assez. Pas assez? La moitié de sa fortune! Une rente à vie, deux superbes résidences, des bijoux! Est-ce que vous croyez que ce que je fais, je le fais pour vous? Mais qui êtes-vous? Et que vous dois-je? À quoi tient-il que je ne vous renvoie l'une et l'autre faire les putains? Si ce que l'on vous offre est trop pour vous, c'est trop peu pour moi. Vilaine femme! Elle le ruine à moitié et ça ne suffit pas! Mais dites donc, vous! Jacques, tu n'as jamais été femme, et encore moins honnête femme. Et tu juges d'après ton caractère qui n'est pas celui de Madame de la Pommeraye. Là, Monsieur! Si j'étais femme, je serais plus honnête que cette Madame de la Pommeraye! Affreuse! Eh bien, madame, mes nouvelles offres. faites et rejetez. Je voudrais m'arracher le cœur. Mais que décidez-vous, mon ami? Son amie? Elle l'appelle son amie? Affreuse! Affreuse.
rien. Je suis comme anéanti, je deviens stupide. Il vaut mieux épouser que de souffrir. J'épouse. Marquis, l'affaire est grave et demande de la réflexion. Je n'en ai fait qu'une, mais elle est solide. C'est que je ne puis être plus malheureux que je le suis. Vous pourriez vous tromper? Voyez la mère et la fille. Interrogez la mère, sondez le cœur de la fille et dites-leur mon dessein. Tout doucement, Marquis. Avant de vous engager, n'est-il pas plus prudent de vous renseigner à leur sujet et de savoir qui elles sont? Vraiment. Scélérate! C'est de sa faute. Il n'avait qu'à pas la séduire et la laisser tomber. Monsieur, en votre âme et conscience, connaissez-vous la fable de la gaine et du couteau? Hein? Non. Alors vous ne pouvez pas comprendre. Chut! Je vous la raconterai après. Mais pourquoi, marquise, ne vous mariez-vous pas aussi? Et à qui, s'il vous plaît? Non. Le seul homme que j'aurais peut-être été tentée d'épouser, C'est moi. je puis vous l'avouer à présent? Et pourquoi ne me l'avoir pas dit? Celle que vous allez avoir vous convient en tout point mieux que moi? Non? Le mariage se fit et la nuit de noces se passa fort bien. Ce qui est écrit là-haut n'est pas toujours le plus heureux. Et qu'en savez-vous, maître Jacques? Avec moi, il est pareil, il ne peut pas s'empêcher de pérorer. C'est pénible à la fin. Vous dites ça parce que vous ne connaissez pas la fable de la gaine et du couteau. Vous êtes immature. Moi, je suis immature. Oui, monsieur, vous êtes immature. Malgré votre grand âge. Espèce de saligo. Bon, et bien, puisque mon histoire ne vous intéresse plus... Restez. Moi, j'ai bien deviné la fin. Mais pour mon maître immature, Tu le vois, celui-là? Et bien, continue comme ça et tu verras encore plus près. voyez, madame, ce qu'il me faut subir au quotidien. Je pars. Madame, je vous en supplie. Saligo, va. Restez. Assis. Le lendemain du mariage, Madame de la Pommeraye écrivit au marquis un billet qui l'invitait à se rendre chez elle au plus vite pour affaires importantes. Le marquis ne se fit pas attendre. Madame, vous avez devant vous un homme heureux. Cela ne durera pas. Et que voulez-vous dire? Marquis, vous aviez acquis une honnête femme que vous n'avez pas su conserver. Cette femme, c'est moi. Eh bien, puisque vous avez dédaigné mon amour et ma constance, je vous ai fait épouser une autre femme qui ne vous incommodera point avec sa tendresse. Allez-vous en rue Traversière, à l'hôtel de Hambourg, où l'on vous apprendra le sale métier que votre femme et votre belle-mère ont exercé depuis 10 ans. 2 flamboyantes putains, sous le nom de Madame et Mademoiselle Desnoms. Quoi? Alors, le bon côté des choses, c'est qu'à l'occasion, nombre d'hommes qui ont connu votre épouse pourront vous instruire de ses spécialités. Madame! Autre bon côté des choses, une vierge doit être éduquée. Dans son cas, c'est elle qui va vous instruire. Quoi? Oh, ma chère enfant, venez. Venez apprendre à votre tendre époux la noble activité que vous pratiquiez avant de le connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais madame, Oh, ma pauvre enfant. Eh bien, puisque la voix vous manque, je vais vous aider. Quand j'annoncerai à votre époux que vous n'êtes qu'une putain, hochez la tête, il comprendra. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, expliquez-vous. Monsieur, foulez-moi aux pieds, écrasez-moi car je le méritais. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Et croyez que je vous ai aimé dès que je vous ai... Retirez-vous! Retirez-vous! C'est assez de l'infamie dont vous m'avez couvert! Épargnez-moi un crime, retirez-vous! Mais monsieur... Non, quittez! Laissez, marquis, mes gens vont s'en occuper. Êtes-vous blessé? Monsieur, tant de filles honnêtes sont devenues de malhonnêtes femmes que peut-être serais-je un exemple contraire. Attendez! Je ne suis pas encore digne que vous vous approchiez de moi. Laissez-moi seulement l'espoir du pardon. Tenez-moi loin de vous. Vous verrez ma conduite. Vous la jugerez. Trop heureuse.
Mille fois trop heureux si vous daignez quelquefois m'appeler. Marquez-moi le recoin obscur de votre maison, vous permettez que j'habite. J'y resterai sans murmure. Mais c'est que la petite a de l'éloquence. Ah, si vous pouviez lire au fond de mon cœur et voir combien mes fautes passées sont loin de moi, combien les mœurs de mes semblables me sont étrangères, je me connais. Et une justice que je me rends et que par mes goûts, par mes sentiments, par mon caractère, j'étais née digne de l'honneur de vous appartenir. Regardez-la, Marquis. Elle est divertissante en plus. Monsieur, disposez de moi comme il vous plaira. Faites entrer vos gens, qu'ils me dépouillent, qu'ils me jettent la nuit dans la rue, je souscris à tout. Quel que soit le sort que vous me réservez, je m'y soumets. Levez-vous, madame. Levez-vous. Pour décamper, ce sera plus simple, en effet. Je vous ai pardonné, ma toute douce. Votre main. Quoi? Soyez honnête. Soyez heureuse et faites que je le sois. Levez-vous, ma femme, je vous en prie. Levez-vous et embrassez-moi. Madame la marquise, levez-vous, vous n'êtes pas à votre place. Madame des Arcis, levez-vous. Je vous ai pardonné, ma femme, je vous l'ai dit, mais je vois que vous n'en croyez rien. Il faut que cela soit, et que je ne le crois jamais. Mais Marquis, c'est une... Déesse, un ange, un rêve, mon rêve. Madame de la Pommeraye, au lieu de vous venger, vous m'avez rendu un grand service. Je ne pouvais espérer plus parfaite épouse, merci. Ma femme, allez vous habiller tandis qu'on s'occupera à faire vos mal. Nous partons pour ma terre, où nous resterons jusqu'à ce que nous puissions reparaître ici, sans conséquence pour vous et pour moi. Allez, venez, venez. Et ils passèrent 3 années de suite absents de la capitale. Bravo! Et après? Après, Après, ils ont été très heureux. Parce qu'il n'est rien de certain en ce monde. Et que les choses changent de sens comme souffle le vent. Et le vent souffle. Et le bonheur se change en malheur, et la vengeance en récompense. Et une fille légère devient une femme fidèle, à laquelle nul ne peut se comparer. Et patati et patata, ouais! Quand même, cette fille ne méritait pas de devenir marquise. Elle me rappelle terriblement Agathe. Ce sont toutes deux d'horribles tricheuses. Vous vous trompez, monsieur. Comme moi, je me trompe. Vous vous trompez beaucoup. Un dénommé Jacques va me donner des leçons. D'abord, je suis immature et maintenant, je me trompe. Un dénommé Jacques? Souvenez-vous qu'à l'occasion, vous m'avez appelé votre ami. Quand je voudrais t'appeler mon ami, tu seras mon ami. Et quand je t'appellerai un dénommé Jacques, tu seras un dénommé Jacques. Parce que là-haut, tu sais où là-haut? Oui, là-haut, comme dirait ton capitaine. Il est écrit là-haut que je suis ton maître. Ta dernière sentence est niaise et pompeuse. Et je t'ordonne de la renier. Croyez-vous vraiment, maître, que Jacques puisse renier le moindre de ses propos? Si son maître l'exige, Jacques reniera tous ses propos, qu'ils soient moindres ou colossaux. Je voudrais bien voir ça, monsieur. Si Jacques continue de s'obstiner, son maître va l'envoyer dans l'étable pour y dormir avec les chèvres. Je n'irai pas. Tu iras. Je n'irai pas. Tu iras. Je n'irai pas. Tu iras. messieurs, pouvez-vous faire quelque chose pour la dame qui suscite toutes vos attentions? Tout ce que voudra cette dame. Alors cessez de vous quereller avec votre serviteur. Je reconnais qu'il est bien insolent. Mais je pense que vous avez justement besoin d'un domestique comme lui. Il est écrit là-haut que vous ne pouvez vous passer l'un de l'autre. Tu entends, valet? Madame notre hôtesse vient de me dire que je ne me débarrasserai jamais de toi. Que nenni. Vous allez vous débarrasser de moi, maître.
car je vais aller de ce pas dormir dans l'étable avec les chèvres. Tu n'iras pas. J'irai. Tu n'iras pas. J'irai. Tu n'iras pas. J'irai. Jacques, mon petit Jacques, allons, reste. Que ferais-je sans toi? Je reste si vous me demandez pardon. Pardon? Voilà qui est fait. Je vous pardonne, maître. Non mais voyez, c'est insolent. Et pour éviter à l'avenir de nouvelles disputes, nous devrions nous mettre d'accord une bonne fois pour toutes sur quelques principes. Quoi? Stipulons qu'attendu qu'il est écrit là-haut que je vous suis indispensable, j'en abuserai à chaque fois que l'occasion se présentera. Ce n'est pas écrit là-haut. Ah si, monsieur, si. Il est stipulé là-haut, chapitre 5, paragraphe 3, que si vous donnez les ordres, je choisis lesquels. Et que si vous avez le pouvoir, c'est moi qui l'influence. Mais si c'est comme ça, on change. Je prends ta place. Vous n'y gagneriez rien. Vous ne sauriez choisir les ordres. Et vous perdriez le pouvoir sans jamais avoir l'influence. Non, monsieur, non. Restez tel que vous êtes. Si vous êtes un bon maître, un maître obéissant, vous ne vous en trouverez pas plus mal. Allez, si. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Sourd! Ce serait bien triste, en effet. Vous ne pourriez pas entendre la fable de la gaine et du couteau que je m'apprête à vous narrer. Oh oui, alors ça, c'est une fable amusante. En ce cas, que notre appétissante hôtesse nous la raconte. Ah non, alors, hein? Pardon, monsieur, mais c'est ma fable. Et si nous la racontions ensemble? Non. Ensemble. Ah non, monsieur, c'est à moi de parler maintenant. Évidemment, je fais la gaine. Évidemment, je fais le couteau. Top. La fable. Attendez. J'ai besoin de quelques instants. Le temps de m'imprégner de mon nouveau personnage. C'est un couteau, Jacques. Quid de mon interprétation alors? Apprenez que je ne joue pas n'importe quel couteau, moi, monsieur. C'est un couteau qui a une psychologie complexe, une enfance atypique, une adolescence... Je commence. Attendez. J'annonce ça pour le prologue. Ah, Prologue! Je peux? oui. Fable de la gaine et du couteau. Un jour, la gaine et le couteau se prirent de violentes querelles. Le couteau dit à la gaine: Gaine, mon amour, vous êtes une sacrée cochonne! Oh. Car tous les jours, vous recevez de nouveaux couteaux. Couteau, mon amour, vous êtes un sacré cochon, car tous les jours vous traversez de nouvelles gaines. Ma gaine, ce n'est pas là ce que vous m'aviez promis. Mon couteau, c'est vous qui m'avez trompé le premier. C'est pas la même chose. Bon, ça, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. exactement la même chose, c'est Non, la pour moi, même- il ne s'agit que de Vous bagatelles. savez ce que j'en fais Alors de que pour vous bagatelles. dire... Vous Nom de Dieu! Il me manque un personnage. Le ceinturon. Oui, le ceinturon. Oh, le ceinturon. Le ceinturon. Le ceinturon. Qu'est-ce qu'on fait? Jouez-le. C'est un personnage tellement imposant. Mais vous pouvez le faire, Jacques. Oui. J'ai confiance. D'accord. Je suis un vieux ceinturon revenu de tout, mais néanmoins goguenard. Goguenard. J'ai l'autorité du panache et de la panache superbe. superbe. C'est bon, je l'ai. Le vieux ceinturon qui ne disait mot, mais n'en pensez pas moins, intervint tout à coup. Allons, mes enfants, calmos! C'est toi, Cato? Non, c'est toi pas? Oh! Qu'on écoute un peu le vieux John. Quoi? C'est un ceinturon qui s'appelait John. Ah, Vous, Gaine! oui. Et vous, Couteau? Oui. Vous avez bien fait de changer puisque le changement vous séduisait tellement. Seulement... Vous avez eu tort de vous promettre fidélité ad vitam aeternam. Bande d'immatures! Comment que je connais? Jacques, il n'y a vraiment que vous qui puissiez jouer ce rôle. Toi, Couteau! Oui? Ne vois-tu pas que Dieu te fit pour connaître plusieurs gaines? Et toi, Gaine? Oui! Ne vois-tu pas que Dieu te fit pour rencontrer plusieurs couteaux? N'êtes-vous pas fous l'un et l'autre de vous être jurés de ne vous en tenir qu'à une seule personne? Franchement, ce n'est pas du possible. Moi, John, tel que vous me voyez, si vous saviez le nombre de brides de ceinture que je me suis enfilé! Jacques, j'ai compris
fini la fable, merci. La morale de cette histoire, c'est que... C'est qu'il est tard. Et qu'une bonne nuit de sommeil nous attend. Madame, restez. Oh, mon bon monsieur. Ce soir, hélas, la gaine s'en va retrouver son couteau légitime. Dormez bien. Nous aurions dû rester à l'auberge du concert. Je n'avais rien contre. Hein. Quand même, cette femme n'est pas née dans une auberge. Je te le dis. Et où donc? Je ne sais pas. Mais cette diction, cette allure... Il me semble, monsieur, que vous êtes en train de tomber amoureux. Et si c'était écrit là-haut? Ce qui me rappelle que tu n'as pas fini de me dire comment toi, tu étais tombé amoureux. Il ne fallait pas donner la préférence hier à l'histoire de Madame de la Pommeraye. Hier, j'ai donné la préférence à une grande dame. Tu ne comprendras jamais rien à la galanterie. Mais puisque nous sommes seuls aujourd'hui, je te donne la priorité. Oh, je vous remercie, monsieur. Eh bien, écoutez. Quand j'ai perdu mon pucelage, je me suis saoulé. Quand je me suis saoulé, mon père m'a filé une raclée. Quand mon père m'a filé une raclée, je me suis envolé. Bataille de foot noir, poule papille, patte dans le genou et alité dans une bicoque. Jacques, tu sais ce que je veux entendre. Le popotin de ma logeuse? Voilà. Décris-le-moi encore. Ne me le demandez pas, monsieur. Vous savez que je n'aime pas vous mentir. Quoi? Alors, elle n'avait pas un goût? Non. Du tout. Du tout. Je suis désolé. Je sais à quel point vous les aimez voluptueux. Tu es un bon serviteur, Jacques. Honnête? Si. Le meilleur serviteur d'entre les serviteurs qui ont jamais servi. Ça me coûte de vous peiner, vous savez. Allons, continue. Je passais une semaine au lit. Les médecins qui me visitaient burent tout le vin de la maison. Si bien que mes bienfaiteurs ont cherché à se débarrasser de moi au plus vite. Heureusement, l'un des médecins qui me soignait était guérisseur au château. Et sa femme a intercédé en ma faveur. Ils m'ont donc emmené chez eux. Donc il n'y a rien eu entre toi et ton hôtesse? Non. Tant mieux. Et la femme du médecin, celle qui a intercédé en ta faveur, comment était-elle? Blonde. Comme un cat. De longues jambes. Comme un cat. Et le cul. Comme un cap large comme ça, monsieur. Oh, tout à fait. La méchante fille. Ce qu'elle m'a fait souffrir. La méchante fille. Vengeons-nous, mon ami. Cette misérable nous a offensés tous les deux. Et nous nous vengerons ensemble. Ah oui, je me souviens. C'est bien là qu'on en était resté. Que lui avez-vous répondu? Allons, mon ami, laissons cela. Agathe est jeune, vive, blanche, grasse, potelée. Ce sont les chairs les plus fermes, n'est-ce pas? Et la peau la plus douce. Et la jouissance en doit être délicieuse. Et j'imagine que vous étiez assez heureux entre ses bras pour ne guère penser à vos amis. Il est certain que si les charmes de la demoiselle et le plaisir pouvaient atténuer la faute, personne sous le soleil ne serait moins coupable que moi. Ah, ça,
chevalier fripon. Finalement, je reviens sur mes pas. Je retire mon indulgence et je veux mettre une condition à l'oubli de votre trahison. Ordonnez, dites, que faut-il que je fasse? Faut-il que je me jette par la fenêtre? Que je me pende? Que je me noie? Que je m'enfonce un couteau dans la poitrine? Allons, mon ami, laissons cela, et vous saurez bientôt à quelles terribles conditions je vous pardonnerai. Agathe est donc bien succulente, bien voluptueuse. Oh, mon ami, si vous saviez à quel point... Voici ta punition, traître. Je veux que tu me fasses l'histoire d'une de tes nuits, que je puisse un peu ressentir les émotions que tu as connues auprès d'une si appétissante diablesse. Ton absolution est à la fin du récit. Allons, commence. Ma sentence te paraît-elle trop dure? Non. Eh bien, j'attends. Vous me demandez l'histoire d'une de mes nuits avec Agathe? Est-ce trop exigé? Non. Mais si au lieu de l'histoire, je vous proposais... la nuit. Cela vaudrait un peu mieux. Même taille, même carrure. Et quand il y aurait quelques différences, point de lumière, l'imagination prévenue que c'est moi, elle ne se doutera de rien. Oui? Écoutez bien. La petite clé, elle passe de la rue. La grande, celle de l'antichambre d'Agathe. Voici comment je m'y prends, mon ami, depuis 6 mois. Je me promène dans la rue jusqu'à ce qu'un pot de basilic apparaisse à sa fenêtre. J'ouvre la porte. Je la referme. Silencieusement. Silencieusement, je monte. Silencieusement, j'ouvre la porte d'Agathe. À côté de sa chambre, il y a une petite garde-robe. Et c'est là que je me déshabille. Agathe laisse la porte de sa chambre entrouverte, et dans l'obscurité, elle m'attend dans son lit. Comprenez-vous bien? Fort bien. Comme nous sommes entourés, nous ne parlons pas. Nous n'en avons d'ailleurs pas l'opportunité. Ah! Et cette mission vous attend? On m'attend toutes les nuits. Ah! Et vous me céderiez votre place? De tout mon cœur, mon ami. Je n'ai qu'un souhait. Oui. Que vous restassiez entre ses bras jusqu'au lever du jour. J'arriverai, je vous surprendrai. Oh, mon ami, n'est-ce pas un peu trop cavalier, même pour un chevalier? D'autant plus cavalier que je me serais moi aussi déshabillé dans la garde-robe. Vous nous rejoindriez donc? Tout aussi nu que vous le serez, oui. Mais que dira la demoiselle? L'innocente Agathe ne sera pas aussi courroucée que vous pourriez l'imaginer. Ah! Mon enthousiasme pour cette dernière initiative n'est pas des plus absolus. J'entends, votre projet est de profiter d'Agathe seule. Si vous l'agréez. Mais avec joie. Tenez, le peu basique. Venez, c'est le moment. Attention, doucement. Toute la maison dort. Allez-y. Mon amour? C'est moi, mon cœur. C'est moi. Allez-y, fiche. Oh, je ne sais pas si elle me reconnaissait. Mais allons donc. Comment voulez-vous qu'on nous distingue l'un de l'autre? C'est moi, mon cœur. Je suis tout à toi. Go! Enfin, simplement, si on me reconnaissait, avouez que ce serait embarrassant. Mais comment voulez-vous qu'elle vous reconnaisse? Elle sommeille à moitié. Mon amour? Je ne vous reconnaîtrai pas, je sommeille à moitié. Vous voyez? On se garde. Mais... Amour! Allez! Monsieur, revenez! Je ne suis pas tranquille! Alors, Jacques, ton maître est un crétin. Et mérite le sort des crétins. À certains égards, mon maître est parfois peut-être un peu... Crétin! Mais j'ai trouvé dans sa bêtise une aimable sagesse, que je chercherai en vain dans votre bel esprit. Un domestique attaché à son seigneur. Pauvre toutou. Regarde bien comment cette histoire va s'achever pour ton maître. Pour l'instant, il est heureux, et je m'en réjouis. Heureux. Si je pensais un instant que je procure à cet imbécile plus le plaisir qu'il n'aura de tourment, je m'enfoncerai pour de bon un couteau dans la poitrine. Oh là, vous autres! Qu'attendez-vous?
La bête est prise. Ah, c'est pas beau, ils sont tenus. Je vais te tuer! Mesdames, messieurs, le délit est flagrant. Cet homme est pris sur le fait. Bon, pour autant que je sache, c'est un aristocrate et un honnête homme. J'espère donc qu'il va réparer sa faute de lui-même plutôt que d'y être contraint par la loi. Mon Dieu, monsieur, ils vous ont tué. Ma fille! Espèce de traînée! Oh, espèce de... Laisse-la donc, ma poupounette. Laisse-la, voyons. Tout s'arrangera pour le mieux. Monsieur va réparer. Gourgandine! Et vous là, oui, qu'on croyait honnête, qu'on croyait convenable, hein? Gourgandin! Alors, madame, nous vivons dans un siècle et sommes dans un temps où par la violence on fait mal ses affaires. Ah bon? Oui, c'est comme je vous le dis. Bon, vous suivez-moi. Alors, Où m'emmenez-vous, monsieur? eh bien, une prison. En prison? Mais à la potence, oui! Dépravateurs de vierges immaculées! Mais qu'on le roue, qu'on l'empale, qu'on les mascule! Poupounette! Quoi, Poupounette? Oh, bon, vous démassez-moi le plancher. Toi, tu vas... Allez! Monsieur va réparer, hein? Mon maître en prison? Oui, mon petit Jacques. En prison. Mon ami, vous en prison, c'est abominable. Je reviens de chez les parents d'Agathe qui ne voulaient pas me recevoir. J'ai fini par apprendre qu'ils ne conçoivent pas d'autre réparation qu'un mariage. Un mariage? Agathe est furieuse. Impossible de la raisonner. Elle a failli m'arracher les yeux en me brûlant une flopée d'injures. Mais il ne tiendrait qu'à vous qu'à me tirer d'affaire. Comment cela? Comment? En déclarant la chose comme elle est. J'en ai menacé Agathe, mais certes, je n'en ferai rien. S'il est incertain que ce moyen nous fût utile, il est fort certain qu'il nous couvrirait d'infamie. Aussi, c'est votre faute. Ma faute? Mais oui, votre faute. Si vous eussiez accepté l'espièglerie que je vous proposais, Agathe aurait été surprise entre deux hommes et tout ceci aurait fini par une dérision. Mais cela n'est point. Enfin, puisque vous la désiriez tant, épousez-la. Je ne veux pas à ce point. En ce cas, j'ai bien peur que le procès qu'ils vont engager ne vous ruine à moitié. Quoi? Il ne fallait pas abuser de l'innocente Agathe. Vous, l'honnête homme. Qu'on vous exhibe un joli petit cul de 20 ans, et adieu tous les nobles principes. Mon pauvre ami. Mais, Saint-Ouen. Alors, monsieur, que décidez-vous? Qui est cet homme? C'est mon ami Saint-Ouen. Votre ami. Votre ami est un petit escroc abject. C'est lui qui vous a d'abord manipulé puis dénoncé aux parents. La loi n'est pas toujours la justice, et j'ai bien peur que cette petite aventure ne vous coûte cher. Une voiture nous attend. Je suis contraint de vous conduire en prison. À Fort-l'Évêque. Je suis sorti de prison. Mais il a fallu que je paye des dédommagements considérables pour l'outrage fait à l'honneur de la demoiselle. Ça aurait pu se terminer de façon encore pire. Imaginez que la fille était enceinte. Oh. Quoi? Elle était... Oui. Elle était... Ah, mon maître. Mon pauvre petit maître. Je sais maintenant quelle est la plus fin que l'on puisse imaginer à une histoire. Non seulement j'ai dû payer pour l'honneur de cette petite catin, mais j'ai été condamné aux frais d'accouchement et à pourvoir à l'éducation et à l'entretien d'un mouflet qui ressemble comme une miniature à mon ami Saint-Ouen. Bébé,
Et quel âge peut avoir monsieur votre fils à présent? Il aura bientôt 10 ans. Je l'ai laissé tout ce temps à la campagne où le maître d'école lui a appris à lire, à écrire et à compter. Ce n'est pas loin de l'endroit où nous allons. Et je profite de la circonstance pour payer à ces gens ce qui leur est dû, le retirer et le mettre en apprentissage. En apprentissage? Oui. Je veux en faire un horloger. Ou un menuisier. Plutôt un menuisier. Et il tournera à perpétuité des bâtons de chaise. Mon Dieu, monsieur, ne soyez pas aussi triste. Je ferai n'importe quoi pour vous divertir. Vous savez quoi, mon cher petit maître? Je vais vous raconter comment je suis tombé amoureux. Raconte, mon petit Jaco. Quand j'ai perdu mon pucelage, je me suis saoulé. Oui, je le sais déjà. Je passe sans transition à la femme du chirurgien. C'est d'elle dont tu es tombé amoureux. Non. Non, alors épargne-la moi et va droit au but. Par une multitude de hasards, je me retrouvai l'hôte d'un grand châtelain qui m'installa dans une des chambres de son château et mit auprès de moi Denise. Regarde, Jacques. C'est le village où habite mon fils. Cette jeune femme était belle comme le jour. Timide, mélancolique. Elle me soignait avec une telle attention, une telle douceur, que si je tremblais quand elle prenait ma jambe pour nettoyer la plaie, n'oubliez pas que j'étais encore convalescent. Ce n'était pas de fièvre. Sa main aussi tremblait souvent. Et les sources de ce tremblement me semblaient être les mêmes que les miennes. Nous parlions peu. Je la laissais s'occuper de moi et je la regardais. Son visage était si beau, si mélancolique. C'est toi? Mon ami. Oui, c'est moi. Ton ami. Ton meilleur ami. Que viens-tu faire ici? Tu es venu voir ton fils? Tu es venu voir s'il était assez dodu? Tu es venu voir si je te l'engraisse bien? Monsieur! Jacques! Monsieur! Oh. Ah! Oh. Ah! Allons, Jacques, vite! Filons! Oh, mais... Monsieur! Assassin! Meurtrier! Assassin! Qu'on les masque! Silence! A fortiori, cet homme est mort. Et celui-là est pris sur le fait. Alors, madame, nous vivons dans un siècle et sommes dans un temps Ou par la violence, on fait mal ses affaires, je sais. Bon, pièce à conviction. Alors, l'ami, que dis-tu de cela? Tu seras jeté en prison, tu seras jugé et ensuite tu seras pendu. Ha! Je ne peux vous dire que ce que disait mon capitaine. Que tout ce qui nous arrive ici-bas est écrit là-haut. C'est une grande vérité en effet. Qu'on prépare la potence! Oh! Monsieur, trouvez-vous qu'il y ait de la sagesse à ce que je finisse mes jours pendus parce que vous étiez amoureux de cette idiote d'Agathe? Et vous? Vous ne saurez jamais comment moi, je suis tombé amoureux. Cette belle jeune fille mélancolique était donc servante au château. Denise. Denise. Que j'ai aimé cette femme. Jacques? Foutez-moi la paix. C'est toi, Jacques? Foutez-moi la paix tous! Je parle à mon maître. Nom de Dieu, Jacques, tu ne me reconnais donc pas? Bigre! Et pourquoi t'as-t-on enfermé? Pour me pendre. Te pendre? Non, mon ami. Heureusement qu'il y a encore ici-bas des amis qui se souviennent de leurs amis. Bigre! Oh, je ne t'ai jamais oublié. Tu te souviens du grenier? Tu le vois?
Mon vieux, ce n'est pas un grenier, c'est une chapelle, c'est le temple de la fidèle amitié. Ah, tu n'as pas idée du bonheur que tu nous as apporté. Tu t'es enrôlé dans l'armée, tu te souviens? Oui. Et 1 mois plus tard, j'ai appris que Justine... Quoi, Justine? Que Justine allait avoir... Eh bien, devine. Un enfant. C'est un mois après que je me suis enrôlé que vous vous en êtes aperçu? Mon père ne pouvait plus rien dire. Et il a bien fallu qu'il consente à ce que j'épouse Justine. Et 9 mois plus tard... Et qu'est-ce que c'était? Un garçon. Et il se porte bien? Et comment? Il a déjà 10 ans. Nous l'avons appelé Jacques, en ton honneur. Et tu me croiras si tu veux, mais... il te ressemble même un peu. Oh, viens le voir! Justine sera folle de joie. Mon maître, nos aventures sont visiblement semblables. Tu viens? Mon petit Jacques, depuis que je t'ai perdu, la Seine est déserte comme le monde. Et le monde est désert comme une Seine vide. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour que tu me racontes de nouveau la fable de la gaine et du couteau? Pour que tu m'interrompes, pour que tu m'exaspères. Mon cher petit Jacques, tu avais raison. On ne sait pas où l'on va. Je croyais aller revoir mon bâtard et je suis allé perdre. À tout jamais, mon cher petit Jacques. Mon maître? Jacques! Vous savez bien ce que disait notre hôtesse. Cette noble femelle au cul majestueux. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Alors, dites-moi plutôt où l'on va. Est-ce que l'on sait où l'on va? Personne n'en sait jamais rien. Personne. Alors conduisez-moi. Où puis-je te conduire si l'on ne sait pas où l'on va? Comme il est écrit là-haut, vous êtes mon maître et vous avez pour mission de me conduire. Oui, mais tu as oublié ce qui était écrit un peu plus loin. Si c'est bien le maître qui donne les ordres, c'est Jacques qui choisit lesquels. Alors, j'attends. Bon. Je veux donc que vous me conduisiez en avant. Je veux bien. Mais en avant, c'est moi. Je vais vous révéler un grand secret. Une astuce séculaire de l'humanité. En avant, c'est partout. Partout. Où que vous regardiez, partout, c'est en avant. Mais c'est magnifique, Jacques. C'est magnifique. Oui, monsieur. Moi aussi, je trouve ça très beau. Alors, Jacques, en avant. Jacques, Jacques.